Je m'appelle Jean-Claude Génaud, j'ai 59 ans, je vis en Alsace. Professionnellement, je suis écologue dans un parc naturel régional et je m'intéresse depuis très longtemps à la nature et particulièrement pour moi à la nature sauvage, mais c'est presque une redondance. D'abord, j'ai un parcours qui n'est pas tout à fait typique puisque j'ai commencé par faire des études de chimie et ensuite je me suis tourné vers l'écologie. Et j'ai voulu concrétiser, on va dire, mon cursus universitaire en présentant un doctorat d'écologie à l'Université de Bourgogne, dans le laboratoire de Bernard Frochot. Et en fait, je travaillais sur un oiseau, sur l'écologie d'un petit rapace. Et donc, ça c'est pour ce qui concerne, on va dire, la partie études, mais très vite, je suis rentré dans le milieu professionnel et donc j'ai travaillé dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, en l'occurrence. C'est un parc qui se trouve à la frontière allemande, au nord-ouest de Strasbourg, 65 km, où j'ai surtout, puis c'est un parc forestier, j'ai surtout travaillé sur des problèmes de forêt. Et j'avais déjà ce goût de la forêt, donc en fait, je n'ai pu que concrétiser professionnellement un goût que j'avais déjà depuis très jeune, où j'aimais aller me promener dans les forêts de ma région d'origine, à savoir le plateau lorrain, les côtes de Moselle, des forêts assez sauvages, très différentes de celles que j'ai retrouvées dans les Vosges du Nord. Ce sont des forêts sur grès, plutôt plus pauvres, moins riches en diversité. Alors que dans ma jeunesse, je fréquentais les forêts qui se trouvaient dans des terrains militaires, énormément des anciens taillis sous-futés, énormément d'arbustes et beaucoup déjà de broussailles et d'interpénétration entre les différents arbustes calcaires, le prunelier, l'aubépine, etc., le fusain. Donc j'avais déjà ce goût en moi, mais je ne l'avais pas encore vraiment ressenti, ni retranscrit professionnellement. Donc c'est surtout sur les problématiques forestières que je travaille. J'essaye en fait, puisqu'on a un parc forestier à 60%, et beaucoup de forêts publiques, 70% de forêts publiques, là où je travaille, eh bien d'intégrer au quotidien dans la sylviculture les principes de protection de la nature et de l'écologie, c'est-à-dire la protection des gros arbres, la protection du bois mort, la prise en compte de certaines espèces, mais de réfléchir de manière globale, d'avoir une approche vraiment d'écologie et pas de s'intéresser à quelques espèces sans se soucier de la gestion et des aménagements forestiers globaux. Donc je m'intéresse plus à la structure des forêts, au diamètre d'exploitabilité, à ces choses-là. Car ça a un impact fondamental. On n'a pas le même type de forêt si on fait des forêts avec des diamètres d'exploitabilité 40 ou 45 et des forêts où on laisse les arbres pousser à 70-80. C'est évidemment pas du tout la même chose. Donc voilà un petit peu déjà le parcours professionnel. Évidemment, je me suis aussi beaucoup intéressé à ce qu'il y avait en dehors du parc où je travaillais. Et donc forcément, quand on s'intéresse à la nature et au sauvage, on va voir plus à l'est. Il y a forcément un tropisme vers les pays de l'Est. J'ai commencé à développer d'ailleurs une coopération scientifique et technique dans le cadre du programme L'Homme et la biosphère de l'UNESCO. Patronné par l'UNESCO, donc on était réserve de biosphère et on a eu une coopération avec une réserve en Biélorussie, un pays de l'ex-Union soviétique, qui évidemment a un contexte totalement différent et on s'est retrouvé dans des territoires très sauvages où sont présents des espèces que nous n'avions plus. Plus d'ours, plus de loups, plus de lynx, pas de bisons, pas de loutres, etc. Donc un rapport, un gradient de naturalité qui nous conduisait vraiment à être attirés vers ce genre de région. Et puis dans le cadre à la fois professionnel et personnel, évidemment j'ai pu visiter énormément de parcs, de réserves, d'espaces protégés en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne, en Russie, voilà. Et donc je peux dire que j'ai acquis une certaine connaissance du contexte, on va dire, d'Europe centrale et des espaces protégés d'Europe centrale. Ce qui ne m'a pas empêché, à côté de ça, à titre tout à fait personnel, là, d'avoir une petite passion pour l'Afrique, qui est aussi une terre de sauvages, au sens vraiment de nature primordiale. Et donc je me suis beaucoup intéressé aux grands espaces, notamment d'Afrique australe,
et Afrique de l'Est. J'ai eu la chance de visiter le Zimbabwe, la Tanzanie, la Namibie, le Botswana, la Zambie, et donc de me familiariser avec cette nature africaine qui alors est totalement dépaysante. Et je pense qu'il y a quelque chose en Afrique qu'il n'y a pas chez nous, quelque chose de l'ordre de l'informel, difficile à expliquer, dans les senteurs, dans les lumières, qui attire, et une sorte de virus qui vous prend. Et quand vous avez fait un premier voyage, si vous l'avez, ce virus, vous avez envie vraiment de retourner. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je m'intéresse évidemment à la nature partout où elle est, et même évidemment près de chez moi. Et donc cette nature qui m'intéresse, c'est évidemment la nature spontanée. Je disais tout à l'heure que le sauvage, on n'a pas besoin de rajouter le qualificatif de sauvage à nature, parce que pour moi, ça va de soi. Ma définition de la nature, c'est tout ce qui se développe en dehors de notre volonté. Donc forcément, c'est tout ce qui est spontané, sauvage, autonome, et qui échappe réellement à notre volonté de maîtrise et de contrôle. Si on cherche à savoir quelle est la différence en matière de gestion forestière entre gérer la biodiversité, le terme évidemment qui est devenu maintenant incontournable, ou gérer la nature dans sa globalité, sous-entendu le sauvage, en quoi les choses sont très différentes, c'est qu'en passant du mot nature au mot biodiversité, on a perdu énormément de choses. La diversité biologique, c'est une caractéristique propre de la nature, c'en est une, mais il y en a d'autres. Et tout le monde sait très bien que pour la nature, la diversité biologique, c'est presque une nécessité fonctionnelle. Or, on la restreint actuellement dans une acceptation et dans une compréhension de collection d'espèces, comme si ces espèces n'étaient pas en lien les unes avec les autres, alors que derrière le mot nature, il y a d'autres concepts, d'autres propriétés, la fonctionnalité, la spontanéité, que sais-je. Pourquoi ne pas rajouter la beauté? Et tout ça, c'est gommé par ce terme un peu technocratique qui s'appelle la biodiversité. Et je vais essayer de montrer en quoi, dans la forêt, c'est pas du tout la même chose. Gérer la biodiversité en milieu forestier, on peut se contenter de conserver quelques petits patchs de bois mort pour telle chouette, tel pic qui se trouve sur une directive européenne. On peut se contenter de gérer artificiellement quelques mares pour tel batracien, le sonneur à ventre jaune par exemple. Et on pensera peut-être même à maintenir une petite lisière, une petite pelouse intraforestière qui a besoin d'être fauchée pour maintenir tel ou tel papillon. Mais on ne se préoccupera absolument pas de la gestion globale, c'est-à-dire des processus évolutifs. On ne regardera pas comment cette forêt est gérée au quotidien par la sylviculture. Quand on rentre dans la question forestière par le biais justement de l'approche naturelle, par le biais de l'approche des processus évolutifs, alors là c'est très différent. On s'intéresse à la structure, à la composition, on regarde l'indigénat, on regarde la naturalité. Derrière le mot nature, il y a la naturalité. Naturalité, par définition, c'est le caractère naturel des choses. Est-ce que les espèces sont liées à la station? Est-ce que la structure, est-ce que la maturité de la forêt permet la survivance d'un certain nombre d'espèces, etc. On regarde effectivement le mode de régénération. Est-ce que c'est de la régénération naturelle qui fait appel à la banque génétique des arbres présents, ou est-ce qu'on fait des plantations? Donc il y a tout un ensemble de choses qui vont bien plus loin que la prise en compte simplement de certaines espèces réparties comme ça dans une forêt. C'est une approche beaucoup plus exigeante. C'est vraiment une approche où on regarde effectivement la dynamique spontanée, on regarde les processus écologiques, on regarde le sol. Est-ce que dans la gestion forestière courante, dans les travaux, on fait attention à ménager les sols ou pas? Donc c'est quelque chose de bien plus difficile à mettre en œuvre. Bien sûr, le choix d'intervenir ou pas dans la nature, et notamment en termes de protection de la nature, dans des espaces dits protégés, n'est pas seulement un choix technique. C'est évidemment un choix culturel, philosophique, éthique. Et on se rend compte que le choix actuellement très dominant, c'est celui de jardiner la nature. Parce qu'en fait, on ne veut pas préserver la nature au sens de sa définition, c'est-à-dire quelque chose qui va nous échapper, quelque chose qui, chez nous, en milieu tempéré, en France, évolue forcément vers de la forêt, majoritairement. On aime les milieux ouverts, et donc on veut reproduire finalement une nature qui nous plaît, une nature composée essentiellement de milieux pionniers qu'on entretient en permanence pour pouvoir effectivement maintenir soit des espèces,
soit des habitats liés à ces milieux dits ouverts. Alors qu'est-ce qui culturellement fait qu'on a un attachement remarquable? C'est pas le mien, évidemment. J'ai de grandes difficultés, je me rends compte, à faire passer le message de laisser faire la nature. Probablement, c'est un ensemble de raisons. Ayant bien connu François Terrasson et lui ayant consacré un essai biographique, ce penseur radical de la nature qui était François Terrasson, il avait son explication. On a peur de la nature, on a peur de cette matrice éternelle qui nous ramène à notre finitude, comme dit Robert Harrison dans l'essai imaginaire sur la forêt. Et donc, on veut absolument maîtriser tous les phénomènes naturels, tout ce qui pourrait conduire à quelque chose qui nous dépasse et qui nous effraie dans le fond. Et je pense que derrière cette volonté de maintenir en permanence des milieux ouverts, il y a cette peur réellement de la forêt, des forêts spontanées, de la broussaille. Il n'y a qu'à regarder comment sont traités la ronce, les vases, les vermines, les eaux croupissantes, enfin, toutes ces choses on préférera les eaux claires justement aux eaux croupissantes. On préfère évidemment un jardin bien ordonné plutôt qu'une friche. La friche, c'est vraiment l'exemple extraordinaire de non-compréhension de ce qu'est le retour de la nature, quoi. Et le refus de cette nature qui revient. Donc je pense qu'il y a un vrai blocage psychologique, philosophique, culturel qui fait que les gens ont réellement peur d'une nature spontanée. François Terrasson a utilisé une formule assez choc, qui d'ailleurs, à l'époque où il l'a utilisée dans des écrits, voire dans des conférences, a passablement perturbé le monde de la protection de la nature français, c'était protéger, c'est détruire. C'est très fort puisque les protecteurs de la nature ont au contraire le sentiment en agissant de faire le bien, c'est-à-dire de protéger la nature. Pourquoi est-ce que François Terrasson a dit ça? Parce qu'il avait une définition de la nature qui est celle de nombreux penseurs et de nombreux d'ailleurs amoureux de la nature. La nature, c'est ce qui se développe en dehors de notre volonté. La nature, disait-il, c'était la quantité d'absence de volonté humaine. Dès lors, si on intervient pour jardiner la nature au profit d'une espèce, au profit, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et quelle que soit cette justification, on détruit la nature spontanée. On ne lui permet pas d'agir et donc on agit contre nature. D'où son expression, protéger, c'est détruire. D'autant plus qu'il s'appuyait, pour le dire, sur pas mal d'exemples, à l'époque où il était encore très très actif dans ses conférences et dans ses travaux, qui se produisaient dans toutes les réserves naturelles françaises, dans des parcs ou dans les conservatoires, où il y avait des actions extrêmement fortes, à coups de bulldozer pour faire des mares, on brûlait des landes pour telle espèce, etc. Donc il était facile pour lui d'utiliser tous ces exemples pour dire mais regardez, la protection finalement c'est de la destruction. Je pense hélas que l'interventionnisme dans la nature, dans les espaces protégés, est un phénomène beaucoup plus large qu'on ne peut penser, même si, à l'échelle européenne, on pourrait trouver des déclinaisons. Habitant dans une région frontalière de l'Allemagne, je vois des différences, notamment dans l'acceptation du sauvage. Les Allemands ont par exemple deux expressions pour parler du paysage. Ils ont Kulturlandschaft, pour le paysage culturel, c'est-à-dire, par définition, quand on dit paysage, c'est le fruit des interactions entre les activités humaines et la nature, sous-entendu spontanée, et le Naturlandschaft, c'est-à-dire le paysage naturel qui ne doit rien à l'homme. Alors que nous, quand en France on parle de paysage, ça va de soi, c'est le paysage façonné, c'est-à-dire que c'est celui qu'on a autour de nous, partout, dès qu'on sort d'une ville. Et donc, pour revenir à la protection de la nature telle qu'elle est déclinée dans le monde occidental, et voire même à l'échelle maintenant mondiale, on est dans le management, dans le wildlife management voulu par les Britanniques, que ce soit en Afrique, en Asie, partout ailleurs. On transfère des espèces d'un parc à l'autre. Enfin, on a un interventionnisme très fort et très poussé pour sauver des espèces, voire des espaces, qui fait que ça n'a plus grand-chose à voir avec l'esprit de la protection au départ, ce qui était de dire il suffit de laisser la nature faire et ce sera très bien comme ça. Alors,
Pourquoi, effectivement, il y a de tels, comment dire, déterminismes à intervenir et à ne pas laisser faire la nature? On revient à cette chose évoquée déjà tout à l'heure. Je pense qu'il y a des raisons philosophiques, religieuses, judéo-chrétiennes en particulier pour nous, habitants en France, notamment un anthropocentrisme qui fait que la nature est comme un objet et qu'on considère qu'elle nous est due et que tout ce qui se passe dans la nature doit être maîtrisé, contrôlé par les humains, qu'elle soit nature protégée et qui plus est nature protégée, ou bien qu'elle soit une nature utilisée pour nos besoins, nos ressources alimentaires ou autres, économiques. Je pense qu'il y a vraiment un déficit de sensibilité très fort, un sentiment de nature qui manque et qui fait que les gens ne sont pas capables, sont trop effrayés sans doute par ce que la nature peut devenir. Elle leur renverrait à ce moment-là l'image que y a nous, les hommes, et puis il y a une nature qui peut très bien exister sans nous. Elle nous ramènerait à plus d'humilité. Et c'est cette, sans doute, arrogance humaine qui est propre un peu à toute la civilisation américano-européenne et même nippone, donc occidentale, mais qui va, à mon avis, bien plus au-delà, quelles que soient les religions et quelles que soient même les cultures. On trouve cette volonté de maîtriser la nature comme une espèce de dominante, comme si elle était inscrite presque dans nos gènes, et qu'au contraire, les gens qui essaient d'échapper à ça et essayent de rappeler à nos contemporains que la nature peut très bien vivre sans nous, constituerait une sorte de réaction, certes, à la position dominante, mais très très marginale. Mais quand on évoque le fait de laisser faire la nature dans un pays comme le nôtre, relativement peuplé, avec des activités économiques qui dominent largement les campagnes françaises, on nous renvoie effectivement le concept américain de wilderness. Alors je voudrais quand même dire que le concept wilderness est vraiment un concept américain. Quand on a étudié un petit peu d'où vient ce concept, pourquoi il est arrivé là, sur la table, notamment fin du 19e, début du 20e, jusqu'à ce fameux acte dans la loi américaine de 1964, qui crée des aires dites de wilderness, c'est toute l'histoire de l'occupation des États-Unis qui est derrière ça. Donc ce n'est pas reproductible en Europe. Qui plus est, derrière wilderness, il y a la notion de grands espaces dédiés à la nature. Or, l'Europe est un petit continent par rapport à l'Amérique du Nord, et donc déjà, ce n'est pas tout à fait comparable. Même si Aldo Leopold aimait à dire que toute surface est bonne à prendre pour le wilderness, même des petites surfaces, alors que lui, évidemment, la première aire qu'il a contribué à conserver dans le Nouveau-Mexique, c'était une aire qui faisait des centaines de milliers d'hectares dans les montagnes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que derrière l'idée de sauvage, on nous sort toujours, mais c'est pas possible, l'homme est partout. De toute façon, on a transformé tous les milieux, il n'y a pas de nature sauvage. Mais bien sûr que si. Seulement, les gens sont soit aveugles, soit de mauvaise foi, ils ne veulent pas la voir. Elle est partout. C'est l'herbe folle qui perce sur le béton d'une maison abandonnée. C'est l'animal qu'on ne pensait plus revoir et qui arrive au cœur des villes, le coyote à New York, par exemple, ou le puma qui revient dans certaines villes, etc., ou les loups qui fréquentent la banlieue de certaines villes de Roumanie. Pourquoi pas d'ailleurs bientôt en France, les loups porte de Paris. Il y a énormément d'expressions du sauvage. C'est le bois mort qui se forme là au fond de votre jardin, parce que vous ne touchez plus à l'arbre. C'est le lierre qui grimpe sur un mur. Donc on arrête de dire que la nature n'existe pas, elle existe toujours et encore. Et même si vous l'empêchez d'arriver à un endroit, elle reviendra par un autre. Le plus bel exemple quand même, ce sont malheureusement des aires totalement abandonnées par la force des choses, comme par exemple la région de Tchernobyl et la réserve radiologique qui ceinture la centrale qui a connu la catastrophe du 26 avril 1986. Il s'avère que maintenant, dans un rayon de 30 km, il n'y a plus de vie humaine, et pour cause, l'homme a inventé, comme le disait François Terrasson, la première zone dont il s'est exclu, où il ne peut plus vivre. Par contre, la faune et la flore a très très vite réagi. La nature a horreur du vide, et malgré le taux de contamination important, la nature a repris le dessus. Des phénomènes de prédation, des prédateurs qui reviennent, des fossés qui redeviennent marécageux, des forêts qui sont en libre évolution. Enfin, voilà,
La nature nous montre ce dont elle est capable en permanence de recréer de la vie et de la diversité. C'est ça. Le sauvage, c'est une puissance. Le sauvage, c'est un élan vital qui existe partout où vous vous tournez pour laisser 10 ans, 20 ans, 30 ans. Même si vous revenez, même si vous aménagez cette nature, elle reviendra tôt ou tard à un autre endroit ou au même endroit. Donc c'est ça que les gens ne veulent pas voir, c'est que c'est permanent. Le sauvage est toujours là. Même si on veut artificialiser à outrance des paysages, vous l'abandonnez 10 ans, 20 ans. C'est pour ça qu'au concept de wilderness, je préfère en Europe, et particulièrement en France, le concept de nature férale. C'est-à-dire une nature qui a été domestiquée, et Dieu sait que la nature européenne est domestiquée depuis des siècles, voire des millénaires, qui, par le biais d'aléas économiques, climatiques et autres, enfin sociétaux, tout d'un coup peut laisser la bride sur le cou à la nature revient et elle revient très vite. Et elle fait des friches, elle fait des forêts spontanées. Et si on a la sagesse de laisser certaines de ces forêts, ça peut nous donner des forêts matures. Ce seront nos forêts, entre guillemets, vierges de demain, si on a justement la sagesse d'en laisser, ne serait-ce que pour permettre à nos descendants de voir ce dont la nature est capable quand on lui laisse à la fois le temps et l'espace. Ce qui pourrait paraître contradictoire, c'est de vouloir gérer quelque chose de sauvage. C'est presque schizophrénique. Comment vouloir gérer quelque chose qui, par essence, nous échappe? Mais je referme la parenthèse, je ne vais pas évacuer la question. Dans les mouvements rewilding, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui se disent, effectivement, des territoires actuellement se dépeuplent, sur le plan humain, bien sûr. Est-ce que ces territoires peuvent être le théâtre d'expériences de restauration du sauvage. Pour employer un mot français, rewilding, c'est ça, c'est retour du sauvage en fait. Alors, je ne sais pas si la référence, elle est vraiment d'aller jusqu'à des espèces qui ont vécu au Pléistocène. Toutes les expériences qu'on voit là actuellement, que ce soit dans la péninsule ibérique, dans certains pays de l'Est, ou bien en Hollande, dans le grand polder, là, c'est quand même... Rewilding Europe part beaucoup et soutient beaucoup de projets où il est question de mettre à un endroit donné, parfois même des endroits clôturés, donc où est le sauvage, point d'interrogation, des animaux herbivores. Et pas seulement des herbivores sauvages, mais des herbivores aussi domestiques, disons-le comme ça, ou des races assimilées, des croisements par exemple, la reconstitution de l'auroch, le tarpan, qui ne sont pas des animaux sauvages, qui sont des animaux qu'on ne retrouve que dans des parcs ou dans des endroits clôturés. Éventuellement du bison, et encore, mais je ne connais aucune expérience pour l'instant, sauf dans certains pays de l'Est, comme par exemple le parc national de Poloniny, dans les Carpates de l'Est, à la frontière entre la Pologne, l'Ukraine et la Slovaquie, où des bisons ont été volontairement relâchés dans ces montagnes qui culminent à 1500 mètres d'altitude, sans clôture, quoi. Mais partout ailleurs, toutes ces expériences que soutient Rewilding, il y a quand même derrière une espèce d'image, alors là pour le coup un peu fantasmée, du fait que la nature et le retour du sauvage, c'est forcément les ongulés, les herbivores. Oui, mais alors les herbivores sauvages, qu'on laisse augmenter les densités de cerfs, de chevreuils, de sangliers, et pourquoi pas quand il peut y en avoir de l'élan, et pourquoi pas du bison, mais pas forcément des herbivores domestiques. Donc je serais un peu plus réservé sur ces expérimentations qu'on attribue ou qui sont soutenues largement financièrement par le mouvement Rewilding Europe. Parce que par ailleurs, il y a un autre mouvement qui s'appelle Wild Europe, qui, elle, consiste à réellement laisser faire la nature, mais se rendre possesseur, quand ce sont des terrains privés, de très grandes surfaces. Il y a des grandes expériences comme ça en Roumanie en cours, en Irlande, enfin dans différents pays de l'Union européenne, où là, l'idée, c'est plus des biotopes. Et après, une fois que ces biotopes, on en a à peu près... on a la garantie qu'il y a une gestion, on va dire, publique possible, ou en tout cas qu'il y a un clair choix de laisser faire la nature, à ce moment, c'est la nature qui décidera, c'est pas l'homme. Parce qu'en fait, si on veut favoriser le retour du sauvage, est-ce que la meilleure des choses, c'est pas justement de laisser la nature décider de quelles espèces vont revenir? Et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant. Alors il est certain qu'aujourd'hui,
si on veut se demander, mais finalement, alors qu'on gère tout, tous les espaces sont sous le contrôle de l'homme, où est le sauvage? Il nous éclate dans la figure sous sa forme actuelle de ce que moi je qualifie de nature férale, à travers les friches, qu'elles soient herbacées, qu'elles soient buissonnantes, les forêts spontanées, donc ce sont des friches qui finalement évoluent gentiment vers la forêt, et aussi à travers des plantes qu'on qualifie souvent d'invasives, que je qualifierais moi en tant qu'écologue de néophytes, des plantes qui sont transférées volontairement ou involontairement de leur continent ou qui s'échappent de jardin et qui tout d'un coup sont naturalisées et se développent spontanément, donc par définition relèvent de la nature et du sauvage. Tous ces éléments, pour moi, sont le symptôme que la nature est en train de changer. Et elle change pourquoi? Ne nous voilons pas la face, on nous parle de changement climatique, la température qui augmente influe forcément sur les organismes vivants, le taux de gaz carbonique qui augmente influe aussi sur les écosystèmes, les apports de nitrates atmosphériques, ça influe, la chimie des sols, puis toutes les activités humaines qui transforment des sols en les tassant, en les drainant, en y accumulant des polluants, etc. Donc tout ça, plus des espèces qui changent d'un continent à l'autre et qui sont de fait non plus la cause de problèmes, mais plus finalement les indicateurs de changements plus profonds, me font dire qu'effectivement, nous sommes là actuellement dans des nouveaux écosystèmes qu'il va nous falloir redéfinir. En l'occurrence, les écosystèmes qui échappent à notre volonté, qu'on voit souvent sur les pentes maintenant, des piémonts de toutes les montagnes françaises, ces friches, toutes ces forêts spontanées, toute cette nature férale, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette part du sauvage, qui explique probablement d'ailleurs la progression ou le retour de certaines espèces qu'on n'attendait plus, comme le loup, est-ce que cette part de sauvage, notre société du XXIe siècle, est prête à l'accepter? Et quel est le projet d'une société, un projet discuté, un projet démocratique pour cette nature? Est-ce qu'on est prêt, cette société est-elle prête à accepter de laisser certains de ces milieux en libre évolution? Le loup, comme la nature en général, c'est un miroir. Il nous renvoie en fait la manière dont on conçoit cette nature. Et donc, qu'est-ce qui nous renvoie comme image, le loup? L'image d'une société qui se déchire, quelque part. En tout cas, les groupes qui s'expriment, bien sûr. L'écrasante majorité de la population ne s'exprimant pas forcément. Et donc, une société qui, manifestement, en tout cas, n'a pas l'air d'être prête à accepter une trop grosse dose de sauvage, même si j'ai bien conscience qu'effectivement, le loup peut poser des problèmes économiques. Mais si la sensibilité à la nature sauvage, si l'éthique de la nature n'était pas plus développée, forcément, on serait dans un contexte, certes, qui présenterait des difficultés, des débats, des conflits, mais qui ne serait pas aussi exacerbé qu'il l'est particulièrement, je trouve, en France, où on en arrive quasiment à un climat où on diabolise l'espèce. Enfin bon, on se croirait, je pense, revenu à l'époque où les loups posaient réellement de sérieux problèmes en France, où ils étaient plus nombreux, où ils pouvaient même s'en prendre aux humains et où ils véhiculaient la rage. Alors que là, de quoi parle-t-on? À peine de 350 individus qui sont souvent cantonnés quand même dans les massifs montagneux, même si maintenant, peut-être du fait d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire des tirs qui sont acceptés sur certaines meutes, éclatent ces meutes et donc déstructurent les meutes et donc finalement peut-être provoquent la dispersion encore plus grande de l'espèce, voire dans une meute, normalement seul le couple alpha chasse, si on tue un des deux ou si on tue les deux individus qui forment le couple dominant, peut-être que tous les autres sont contraints d'aller chasser. Donc forcément, ça augmente l'effort de prédation sur le cheptel domestique. Enfin, tout est imaginable. Il n'y a pas d'études d'ailleurs pour essayer de nous apporter des éléments plus convaincants pour pouvoir trancher ou pas. Donc on voit bien qu'on a une réaction, cette société a une réaction plutôt de crispation et vraiment de repli sur soi, plus qu'un débat serein qui pourrait effectivement être évolué en se disant, voilà, il y a des zones où effectivement, manifestement,
la présence du loup poserait de gros problèmes. Il y a des zones où ça ne doit pas poser de problème, les cœurs des espaces protégés par exemple, les réserves naturelles ou les parcs nationaux, et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc finalement, personne n'en veut, enfin, si on fait la conclusion globalement du loup dans les campagnes françaises. Et c'est vraiment symptomatique d'un repli, oui, effectivement, et d'un refus vraiment du sauvage. Effectivement, les plantes invasives dans les espaces protégés traduisent assez bien la vision fixiste de la nature, de beaucoup de protecteurs et de gestionnaires, même parfois de certains scientifiques. Mais quand on est évolutionniste, quand on a la vision réellement de la dynamique, à la fois sur des pas de temps extrêmement importants, mais on se rend compte que tout ce travail-là est quasiment un travail vain, un travail un peu de Shadok, lutter contre la puissance massive qu'ont des espèces qui réussissent parfaitement, les néophytes, les fameuses plantes invasives, ou d'autres espèces, ou le loup, montre bien qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'est la nature. J'aime beaucoup la phrase d'André Langanet, un généticien quand même assez connu, qui dit « Vouloir conserver une nature qui par essence ne cesse de changer, c'est un mirage lié à la courte durée de vie humaine. » Eh ben, on en est là. Le gestionnaire ne voit pas que même les espèces, à la limite, qu'il veut protéger, sont des espèces qui sont peut-être chez nous à peine depuis quelques milliers d'années, qui n'y étaient pas avant, puisque on peut penser qu'à un moment donné, ni les conditions climatiques, ni la forêt qui couvrait sans doute l'ensemble du territoire français ne permettaient à des espèces de milieux ouverts, auxquels tiennent tant maintenant les protecteurs et les gens qui font du jardinage écologique, de protéger contre quoi? Contre la dynamique naturelle, contre des espèces invasives qui maintenant sont des conductrices, même pas des conductrices, des passagères d'un changement beaucoup plus global qui va peut-être laminer tout. Et quand le changement climatique va réellement, je dirais, passer à la vitesse supérieure, les petits musées à ciel ouvert que forment beaucoup d'espaces protégés aujourd'hui n'y résisteront pas. Vraisemblablement, j'imagine pas que les botanistes vont aller arroser leurs plantes chéries pour les maintenir. Donc on serait là réellement dans la phase ultime du travail de jardinier, quoi. Donc réellement, on a vraiment deux grandes tendances là qui ne sont pas du tout compatibles. Soit ce qui est intéressant, c'est le processus dynamique, les processus évolutifs, auquel cas la meilleure des choses à faire, c'est de laisser, quand un espace est dit protégé, de laisser faire la nature. Soit on est réellement dans une vision fixiste, mais qui est une vision qu'à mon avis, là, prochainement, les grandes évolutions qu'on connaîtra va condamner d'elle-même. Effectivement, les friches, c'est un très beau éco-symbole, on pourrait dire. Et elles souffrent quand même d'une chose, c'est une absence totale de reconnaissance. Les gens survalorisent les espaces ouverts et reconnaissent une grande richesse aux vieilles forêts. Entre les deux, il y a les friches. Hors statut économique, statut social, et évidemment hors statut scientifique, puisque très peu étudié, on connaît mal ces milieux intermédiaires, à quelques exceptions près. Très peu de scientifiques étudient les friches actuellement en France. Les friches, si elles sont intéressantes, pour moi, ce n'est pas sous l'angle de qu'est-ce qu'elles pourraient abriter que la société puisse utiliser demain, aujourd'hui ou après-demain. Quel que soit le mode de gestion plus ou moins durable. Non, il ne faut pas retomber dans ce piège. Si on raisonnons conservation de la nature, raisonnons espace protégé. Où est le vivier? Où est l'espace de développement possible d'une politique de conservation de la nature en France? Et je ne le vois que dans ces milieux-là, des milieux spontanés qui sont légion en France, mais qui posent un problème. Le problème, c'est que leur statut. La plupart de ces espaces ne sont pas des espaces publics, ce sont des espaces privés. C'est d'ailleurs bien ça qui fait qu'ils se protègent tout seuls, sans problème. C'est le morcellement, c'est le fait qu'il est très difficile d'aller faire des remembrements dans des zones déjà forestières, couvertes de forêt, et que malgré des tas de tentatives d'essayer de faire du pâturage, malgré quelques usages qui persistent, il y aura toujours de la chasse, il y aura un peu de cueillette et ceci, mais la forêt reprend le dessus et c'est la dynamique de la forêt qui est la plus forte. Mettre en place une politique de conservation de la nature me fait peur, parce que si elle a comme présupposé les mêmes réactions idéologiques que la conservation de la nature qui nous a menés à l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une politique fixiste alors qu'on ne voit pas les grands changements qui s'annoncent avec le changement notamment du climat, et d'autres, les changements globaux, appelons-les comme ça,
ça ne servira à rien. Je pense qu'il y a une vraie révolution de nos états d'esprit, à tous, les scientifiques, les gestionnaires, les pouvoirs publics, etc., et qui reconnaissent la valeur, je dirais, presque psychologique de ces espaces. En fait, ces espaces, leur seule justification, c'est qu'ils soient là. Ça devrait suffire. C'est comme ça qu'Edouard Abeille, un activiste américain, définissait le wilderness pour lui. Il ne cherchait pas à savoir si c'était riche pour la nature. Il dit, il n'y a qu'une seule justification, ça doit exister parce que c'est. Because it is, il disait. Et voilà, ça n'a pas d'autre justification. Le fait de savoir que c'est là, déjà suffit comme simple capacité d'imaginer qu'il y a des espaces comme ça en libre évolution. Ça doit et ça devrait, pour les gens qui se sentent liés à la nature, avoir une puissance d'évocation, de liberté. C'est un espace de rêve et de liberté. Même si on n'y va pas, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça existe. S'intéresser à la nature sauvage, s'intéresser aux sauvages, qui pour moi est un peu la valeur intrinsèque de la nature. C'est ça, sa valeur intrinsèque, c'est d'être sauvage. Effectivement, relève probablement, enfin pour moi en tout cas, d'une vision écocentrée, c'est une vision d'ensemble où l'homme se sent relié à la nature. Et respecter le sauvage, c'est comme dans un couple. Si l'homme forme un couple avec la nature, avec le sauvage, ah ben, s'il ne se veut pas dominateur, il laisse de la place au sauvage. Et quelque part, un recentrement de ce type, c'est-à-dire se sentir relié à la nature, écocentriste, s'il faut lui donner un nom dans la typologie des éthiques, et non pas anthropocentriste, tout ramener à soi, eh bien ça veut dire qu'on se donne des limites à ses actes, à sa manière de se développer. On donne des limites à la culture. C'est clair, si on veut que l'autre existe, il faut lui laisser de la place. L'autre, ce sont les non-humains. C'est la nature dans son ensemble. Donc, on voit bien à quoi ça nous mène. Ça nous mène à des choix cornéliens, alors qu'on est parti dans une société de la croissance, dans un monde fini et du développement perpétuel. Donc, je mesure en disant ça toute la difficulté de ce changement. C'est, je ne dirais pas mission impossible, mais comment obtenir ça? Alors si on se tourne vers un exemple de cette nature spontanée, les friches qu'on évoquait tout à l'heure, il y a dans la friche une capacité d'émerveillement que les gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ces milieux ne peuvent pas ressentir parce qu'ils la cataloguent, ils acceptent que la société bien pensante, la technocratie, tout ce qu'on veut, a classé ces milieux comme inintéressants, homogènes, banals, etc. Alors que c'est évidemment tout le contraire. Ce sont des grands laboratoires de la vie et de la diversité, etc. Et donc, on le sait parce qu'un certain nombre de milieux dits de friches sont maintenant dans des réserves naturelles, intégrés dans des processus de comptabilité, etc. C'est le cas, par exemple, de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, qui est un milieu extraordinairement féral par excellence. Toutes ces pentes étaient plus ou moins pâturées et ça se reboit spontanément avec maintenant quelques décennies, avec du bois mort, avec des retours d'espèces, une diversité fantastique qui, à mon avis, n'existait pas quand les paysages étaient pourtant ouverts. Donc il y a une capacité d'émerveillement face au spontané, face à ce que la nature est capable de faire seule, face à ce que j'appelle son génie biologique par excellence, par rapport à notre génie écologique à nous. Et s'il fallait effectivement que les gens, comment sensibiliser à la friche, il faudrait peut-être passer par effectivement du contact visuel, il faudrait passer par le fait que les gens acceptent un petit peu de libérer leurs émotions, parce que le sauvage en face, c'est le sauvage en nous. Donc si on est sans arrêt dans des postures de contrôle, on n'arrivera pas à ressentir la puissance évocatrice là, dont je parle, à savoir que la friche, c'est vraiment un extraordinaire élan de vie. Et de bons médiateurs peuvent être les artistes, effectivement. Des artistes travaillent sur cette question de la nature du sauvage, voire des penseurs comme
Gilles Clément, qui a été un des premiers à défendre la cause des invasives dans son très bon ouvrage L'éloge des vagabondes. Donc en disant, lui qui pourtant est un maître du contrôle du paysage, puisqu'il il enseigne dans une école du paysage, il se veut lui-même jardinier, donc jardinier qui ordonne un peu à la nature. Maintenant, il intègre le sauvage, il intègre les espèces néophytes dans ses productions paysagères, dans ses jardins, montrant qu'il y a tout à fait possibilité de faire coexister de la nature, entre guillemets, maîtrisée, et de la nature purement sauvage. Donc, il y a tout un travail de représentation qu'il faut essayer de faire surgir dans ces milieux, et je ne désespère pas. Un groupe existe actuellement au sein de l'Union internationale de la conservation de la nature France, qui est consacré à la nature férale et aux vieilles forêts. Un groupe auquel je participe, qui est piloté par Christian Barthaud. Et même si, évidemment, l'approche est très technique au départ et autres, on commence à voir arriver l'avis d'un philosophe, l'avis d'un sociologue, etc. Et il y aura forcément à travailler sur cette question. Si on veut effectivement que les politiques prennent en compte ces espaces, il faut qu'ils soient reconnus non pas sous l'angle scientifique, parce que c'est ça toute leur différence, mais qu'on les reconnaisse aussi sous l'angle esthétique, sous l'angle, je n'ai pas peur de le dire, poétique, voire même psychologique. Parce qu'en fait, cette nature-là, elle soigne mieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'état de stress dans lequel les gens se retrouvent en vivant dans les villes actuelles. Donc, il y a vraiment différents angles d'approche là, un peu nouveaux à explorer pour aboutir à la prise en compte réellement des friches dans les politiques de conservation. Alors attention, si on veut se sentir lié à ces nouvelles formes de nature, et notamment de la nature spontanée, de la nature en libre évolution, il faut bien qu'on ait affaire à une société ou à des gens qui acceptent de ne plus être le roi de la création. C'est-à-dire qu'on est dans un lien équilibré avec ce sauvage. Et donc que les usages qu'on pourrait avoir envie de développer soient réellement respectueux. On ne repart plus là dans vouloir exploiter une ressource. Si on le fait, alors on le fait, mais on sait très bien qu'on risque de modifier la trajectoire même de la nature. Il faudra être capable de distinguer les usages qui modifient les trajectoires naturelles, plus ou moins profondément, de celles qui ne le font pas. Et donc c'est là tout l'enjeu. Mais c'est en même temps une très bonne réflexion pour nous, une bonne réflexion sur c'est quoi l'usage d'une terre, Léopold appelait ça le land, comment peut-on utiliser une terre sans la spolier? Parce que c'est ça le problème de fond. Qu'on soit chasseur-cueilleur ou qu'on soit agriculteur du néolithique, je pense que c'est le défi auquel l'homme est confronté depuis qu'il existe. Donc, si on se projette là dans une humanité qui va à 9 milliards, la France qui continue à augmenter sa population, ne rêvons pas. Il faut que si on puisse faire accepter plus facilement des coins de nature sauvage, que cette nature sauvage ne soit pas loin, éloignée, très très loin, que les gens verront ou ne verront pas de temps en temps pendant leurs vacances ou en déplacement. Il faut qu'il puisse y avoir des coins de nature sauvage dans les villes, au cœur des villes. Et là, on vient vers des aménagements. Et donc, il faut laisser une part aussi au spontané dans les aménagements urbains. Quand on dit la nature en ville, ce n'est pas simplement accepter qu'il y ait des nichoirs hirondelles en dessous des toits. C'est vraiment laisser des coulées vertes, ne pas avoir le syndrome du tout sécurité en ne laissant pas des coins buissonnants. Comme j'en ai vu un très beau d'ailleurs au cœur de la ville de Villeurbanne, un endroit qui s'appelle le Jardin Jordan, tout petit mais absolument pas géré. J'étais tellement étonné que j'en étais estomaqué. Des arbres, tout. Il y a juste une allée et c'est tout. Et pourtant, ce n'est pas un endroit, je pense, qui est dégradé par les habitants. Les gens ne font que traverser, que passer. On retrouve l'idée de la wilderness d'ailleurs, un endroit où l'homme ne fait que passer. Il n'est pas habitant permanent. Les habitants sont autour, mais l'endroit, ils en profitent parce qu'il y a l'ombre des arbres, il y a le vent dans les feuilles, il y a tout ça. Il y a le fait qu'on se sent dominé par ces arbres et on se sent... Je pense que si les gens y viennent, ils se sentent bien. Ils ne sauront peut-être pas l'exprimer, mais c'est comme ça. Donc pour revenir aux usages,
Je pense qu'il faut quand même qu'on soit vraiment prudent, sinon on repart tout de suite dans je vais utiliser cette nature à des fins diverses et variées. Il faut que les gens puissent aller dans ces endroits, puissent s'y immerger même, et en se disant le moins d'impact possible, hein, un peu comme les aborigènes. C'est-à-dire je vais y aller, mais il faut que je laisse le moins de traces possible. Donc déjà, ça demanderait toute une préparation. Mais j'imagine un certain nombre d'usages faciles, en dehors évidemment que les poètes y aillent, les pédagogues y aillent, et tout ce qu'on veut, ou les gens qui ont à apprendre des leçons de la nature. J'y verrais très bien des lieux pour y refaire les stages d'abandon nocturne chers à François Terrasson. Parce que c'est aussi avec des expériences psychologiques de ce type qu'on peut savoir où on en est par rapport à la nature. On a tous un travail introspectif, personnel à faire. Parce que le rapport à la nature, il est personnel. Il peut être culturel à un moment donné, c'est les sociétés tout entières qui prennent des décisions. N'empêche que c'est la résultante d'une acceptation plus ou moins voulue de l'ensemble des individualités. Et si on laisse faire autant la destruction de la nature, c'est bien qu'au fond de nous, on n'a pas un rapport très apaisé avec la nature. On a des comptes à régler. Et les stages de peur de la nature permettent aux gens de se confronter la nuit, seuls, dans des coins sauvages, à leur peur, en fait. La plus grande peur, c'est la peur de la peur, évidemment. Mais ça, on le découvre qu'après. Et donc ça, ce serait quelque chose de très intéressant. Il faudrait développer tous ces stages d'éco-psychologie qu'on voit un petit peu de manière très marginale encore actuellement. Et pour moi, les stages peur de la nature, ça rentre dans cette logique-là, avec après un accompagnement et tout. Et ce serait vraiment une première étape intéressante. Dans un de mes ouvrages intitulé « La nature malade de la gestion », je parle un peu de ça. Je parle donc de cette volonté de maîtrise perpétuelle des gestionnaires des espaces protégés en disant qu'ils souffrent, ces gens souffrent d'une maladie que j'ai baptisée la gestionnite, dont je fais la sémiologie dans l'ouvrage. Et j'essaye de me dire que finalement, alors, contrairement à ce que dit le titre, ce n'est pas la nature qui est malade de la gestion, même si elle en souffre, c'est les gens. C'est les gestionnaires qui sont malades. Ils sont malades, donc ils souffrent de cette maladie. Et j'essaye de proposer des solutions pour guérir la gestionnite. Comment est-ce qu'on peut guérir un gestionnaire qui est à ce point interventionniste, qui ne laisse jamais la nature s'exprimer, qui se trouve toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, etc. Même si j'ai animé, lors de certains colloques consacrés à la naturalité, des tables rondes avec des gestionnaires qui me faisaient part de leurs témoignages et montrant à quel point c'est difficile de vouloir arrêter, sortir de la gestion ou infléchir, tant toute la communauté, tous les acteurs ruraux, etc., sont tellement habitués à voir l'intervention comme une norme qu'aujourd'hui, il faut quasiment s'excuser si on veut ne pas intervenir, voire supplier à genoux ou argumenter, alors qu'il n'y a pas besoin d'argumenter pour intervenir, et quoi qu'on fasse. Donc c'est quand même terrible de faire ce constat. Eh bien, parmi les cures que je propose aux gestionnaires pour sortir de l'addiction de la gestion interventionniste, il y a par exemple, un truc tout bête, c'est on a un terrain, on en est gestionnaire, au lieu d'intervenir sur 100% de la surface, eh bien progressivement, on n'intervient que sur 70 ou 80, puis après 50, etc. Et puis on regarde ce que ça fait, on se dit que finalement peut-être que c'est pas si mal que ça. Et on habitue aussi ces visiteurs, on habitue tout son cercle habituel d'acteurs à accepter plus facilement ce que fait la nature, en se disant aussi que c'est gratuit. C'est gratuit, donc ça ne coûte rien. Alors que là, on est sur un argument qui est à double tranchant, hein, parce que comme disait François Terrasson, des métiers à ne rien faire, vous n'y pensez pas. Mais on ne fait pas rien quand on laisse faire la nature. On observe, on peut éduquer, faire passer l'idée, on peut former, et on peut effectivement étudier. Ce que les gestionnaires ne font plus. Ils n'étudient même pas. Ils sont plus dans l'intervention au quotidien. Ils ont le nez dans le guidon. Finalement, ils ne savent pas trop forcément d'où vient leur milieu. Certains ne font même pas de travaux historiques pour savoir d'où vient le milieu. Et ne se posent pas trop la question de savoir où il va. Où. Alors, en tout cas, pas au-delà de l'échelle d'un plan de gestion. Comme si on pouvait gérer la nature à l'échelle de 4-5 ans, ce qui est le cas généralement dans les plans de gestion ou les documents d'objectifs des zones Natura 2000. Donc voilà. J'ai envie de dire qu'il faut
habituer les gestionnaires progressivement à transformer leur attitude. Il y en a avec qui ça ne marchera forcément pas, mais il y en a qui sont prêts. Il y en a qui sont prêts à le faire, c'est clair. Ils ont envie aussi. Ils se disent, et pourquoi pas? Ça et là, on voit des expériences qui commencent à germer. Il y a un marais au sein de la Camargue, qui, Dieu sait, est un territoire protégé extrêmement intensif, qui a décidé d'arrêter le pâturage. En quelques années, même pas, c'est parti vers la forêt. La forêt, on ne connaît plus en Camargue. Il y a quelques arbres au bord du delta du Rhône, mais c'est tout. Donc, on voit que c'est possible. Simplement, je pense qu'il y a une perte de confiance dans ce qu'est la nature. Beaucoup de gestionnaires ne savent même pas comment fonctionne la nature. Dans le sens que ça va vers où? Mais on ne le sait pas. Et c'est peut-être ça qui gêne. C'est l'aléa. On est dans une société qui veut tout contrôler, qui veut tout maîtriser, ses émotions internes et ce que l'on maîtrise ou qu'on croit maîtriser à l'externe. Donc on veut tout cadrer, on ne veut pas de surprise, bonne ou mauvaise, on n'en veut pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne laisse pas facilement laisser la nature en libre évolution. Mais je pense que c'est par ce type d'exemples qui pourront se faire ça et là qu'on arrivera peut-être le mieux à convaincre. Ah, mais pour moi, le sauvage a un très très bel avenir, malgré tous les constats qu'on a pu faire, qu'on fera encore, sur la maîtrise, le contrôle, tout ça est vain. Comme je l'ai dit dans la phrase du généticien André Langanet, la nature est la plus forte. La nature est partout, elle s'exprime au cœur des villes, dans les délaissés, dans le tiers paysage cher à Gilles Clément, dans les endroits, les no man's land. La plus belle réserve naturelle de la péninsule de Corée, c'est à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La zone des 20 km de Fukushima ou la zone des 30 km de Tchernobyl, etc. Certes, on aimerait que les sociétés acceptent plus volontiers de laisser des endroits comme ça qu'à la suite contraints et forcés par des catastrophes industrielles, mais non, le sauvage... Et là, le plus gros travail qu'on a à faire, c'est sur le sauvage à l'intérieur de l'humain. Notre réflexe à nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas si éloignés, comme le disait Paul Shepard, de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs. Donc on a toute cette filiation qui est encore là. Beaucoup de réflexes, je pense, des sociétés primitives peuvent encore finalement sourdre un petit peu parmi nos comportements d'hommes modernes. Il ne faudrait pas grand-chose pour que finalement on retrouve ces réflexes. Moi j'observe qu'il me suffit de vivre 8-10 jours dans la nature, en permanence, tous les jours, pour retrouver un odorat, l'ouïe, presque pas d'un animal, mais en tout cas de quelqu'un qui est beaucoup plus affûté, aguerri à tout ce qu'il sent, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il respire dans la nature que l'homme moderne que je suis, qui passe beaucoup de temps devant un ordinateur et qui n'est pas assez sur le terrain à son goût. Donc on n'est pas si éloigné que ça aussi. Le sauvage en nous, il est là. Et il n'est pas forcément symbole de la sauvagerie comme on l'entend. Sauvagerie n'est pas barbarie. Actuellement, on a des très beaux exemples de barbarie. Le XXe siècle a été très fort aussi, enfin toute l'histoire humaine. Mais la sauvagerie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spontané en nous, mais qui peut aussi servir à vivre en bonne intelligence avec la nature, donc en bonne intelligence avec les hommes.